Merci beaucoup, Lorraine et Elias. Donc, on va passer aux questions. On va voir s'il y a des questions en ligne ou pas. S'il n'y a pas de... Les deux présentations étaient passionnantes, en fait. Et on a le temps des questions et des commentaires de la salle. Merci pour ces deux présentations. Je pose une question générale. C'est à partir de quel âge faire de la prévention sur les jeux d'argent qui sont interdits avant 18 ans, par rapport à ce que vous disiez notamment sur le fait que les box s'apparentent quand même très largement aux jeux d'argent et de hasard. Et puis, ne faudrait-il pas une nouvelle autorité, enfin, une autorité de régulation qui permettrait de contrôler cette pratique, et peut-être de réguler tout simplement l'accès à ce type de jeu qui ont pas de conséquences spécifiques. Merci pour votre question. Alors effectivement, c'est intéressant parce que oui, les jeux de hasard et d'argent sont interdits pour les mineurs, mais comme ma collègue l'a dit, si j'ai bien compris, on a vos participants et un mineur qui pouvait être expert des paris sportifs. Et, non, il a 20 ans, mais ah, ça 20 reste... Oui, oui, mais oui. Mais effectivement, c'est des comportements qui peuvent exister déjà chez les jeunes avant pour les paris sportifs. Et pour les lootbox qui existent en fait déjà depuis bien avant. On peut prendre le cas par exemple de FIFA, où les lootbox sont très présentes dans FIFA. Et FIFA est un jeu qui est accessible très très jeune en fait. Et il n'y a aucune régulation, non, si ce n'est est-ce que vos parents vont accepter ou non de vous donner de l'argent pour dépenser de l'argent dedans. Sinon, effectivement, n'importe quel jeune peut mettre de l'argent, peut dépenser de l'argent. Et dans un deuxième temps, je trouverais dommage de pas faire de prévention parce que c'est interdit pour les mineurs. Et dès que les jeunes ont 18 ans, on les laisse sans armes, sans outils, libre cours à leurs droits. Et encore une fois, c'est un droit. Ils peuvent. Le pari sportif n'est pas interdit quand on est majeur, mais c'est bien d'en connaître les risques, d'en connaître les tenants et les aboutissants, comment s'en protéger, comment garder une pratique qui est saine. Le but n'est pas d'interdire ces pratiques-là. Le but est de leur donner les armes aux jeunes et aux jeunes adultes après pour pouvoir les utiliser dans une pratique qui leur convient et qui n'est pas débordante. Oui, je parle d'interdiction, avec une interdiction, mais plutôt à partir de quel âge, à votre avis, il faut justement les sensibiliser à ça, parce que finalement, ce que je comprends, c'est que les gens, par les votes, ça les amène quelque part au jeu d'argent et de hasard. Enfin, pourquoi que les votes ne soient pas déjà du jeu d'argent et de hasard. J'ai pas de réponse scientifique à vous donner, mais simplement un avis. Moi, je pense au moment du collège. Je pense que c'est des sujets qui doivent arriver au moment du collège, là où on commence à utiliser vraiment Internet de manière un peu moins guidée, un peu plus libre, et les jeux vidéo aussi. Et je pense que c'est à ce moment-là que la prévention doit se faire. Oui, donc moi c'est Leslie, je suis en doctorat en première année avec François Millonnet et voilà, j'ai oublié ton prénom. Elias. Déjà c'est une question très pratique, mais est-ce que les lootbox sont très présentes dans tous les types de jeux? Est-ce que c'est en multijoueur ou c'est uniquement des jeux qui sont en solo, et est-ce que c'est des univers toujours infinis ou des univers pas infinis? Est-ce que c'est présent? C'est la première question. Alors, je peux pas dire tout parce que je connais pas tous les jeux, mais qui sont quand même présents dans une grande majorité. Maintenant, effectivement, quand même un petit peu plus en ligne, parce que la dimension sociale, comme j'ai pu le dire, c'est quand même un peu plus vendre, un peu plus vivre. Mais après, oui, qui peuvent exister dans tout type de jeu de base. D'accord. Et du coup, là, du coup, la question, est-ce que la première motivation, c'est la pression sociale, si c'était bien ça, dans les thèmes de motivation? Ça dépend pour quel type de, ça dépend pour quel type de joueur, je veux savoir.
C'était le comparaison. Ah, le tableau des corrélations. Ouais. Parce que justement, je me demandais s'il n'y aurait pas une différence selon si ce mode est solo ou si c'est un mode multijoueur et si c'est un mode infini ou pas. Alors ça c'est tout à fait, c'est une question très intéressante qu'on n'a pas étudiée nous dans notre recherche. On n'a pas distingué les jeux en ligne des jeux hors ligne, et on n'a pas distingué les univers finis ou infinis. Effectivement, ça peut être intéressant, mais du coup, j'ai pas de réponse à la question. Et pareil, à un moment, je suis pas sûre d'avoir compris que c'est moi, mais est-ce qu'à un moment, ce que je dis, c'est que les Lootbox, il y a plus de problèmes à l'ICGE, en tout cas le corps est plus élevé à l'ICGE, et pas tant au Internet Gaming Disorder, c'était ça. Donc le problème serait plus en termes de jeux de hasard et d'argent, et moins en termes d'addiction aux jeux vidéo. Alors, juste une seconde pour que je retrouve ce passage. C'était une tableau d'avant, je crois. Je crois que c'était le premier tableau. Une seconde, excusez-moi, j'ai beaucoup de pages, c'est une grosse recherche, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, pour répondre directement avec des chiffres, au jeu d'argent et à des hasards, donc l'ICJE, elle est corrélée à 0,4 avec l'utilisation, alors qu'avec l'utilisation pathologique donc l'IGDT, c'est 0,2. C'est plus avec l'ICJE, mais encore une fois, ça va dépendre, il faut regarder vraiment en détail. Ça serait un peu plus long de répondre, mais il y a toutes les données. Il faudrait regarder en détail aussi avec quel type de motivation, quel type d'échelle, mais oui. J'avais aussi une question, dans le premier profil qui est ressorti, les deux personnes étaient TSA, et donc une des craintes pour les TSA, c'est d'avoir des intérêts restreints. Dans quelle mesure est-ce que c'est pas ça qui participe au fait que le gaming influence la précarité parce qu'il y a tout cet intérêt et tout cet investissement dans ce domaine, à ton avis, de ce que tu as pu voir du profil de ces personnes? Alors du coup là c'est vrai qu'on arrive sur des terrains où c'est plus compliqué pour moi parce que je fais pas assez de lien entre justement, voilà, et surtout que, comme dit, je l'ai juste évoqué, mais c'est un gros sujet aussi, le fait que le neuroatypie soit beaucoup apparu en fait, et que j'avais pas du tout anticipé. Et du coup de comprendre dans une certaine mesure pourquoi. Voilà, ça va être aussi une partie de ce qu'il va falloir que je questionne et tout ça bien sûr, et de comment en fait on prend ça en compte à la fois dans l'analyse, mais là en fait j'en suis au stade de comment je prends même ça en compte dans l'expérience de terrain. Voilà, donc comment je construis mon dispositif de terrain face à ça et tout ça. Et du coup c'est vrai que j'ai l'impression que l'analyse en sociologie est quand même un petit peu décalée par rapport à ça et que je vais avoir du mal, même en analysant, je pense, à dire « Ah, il y a un lien direct avec le trouble du spectre autistique ou quelque chose comme ça et cette passion-là ». Moi, je vais analyser du coup de manière concrète les pratiques, ce qu'il en est et du coup la socialisation et tout l'entourage, toutes les pratiques en fait au fil de la vie qui ont mené potentiellement à cette trajectoire-là, avec du coup ces variations et tout. Mais voilà, effectivement, c'est quelque chose que je peux... l'idée, c'est pas du tout de dire oui, il y a ça, mais j'en fais rien. Au contraire, mais c'est juste que du coup, il va falloir que j'en fasse quelque chose de bien. Voilà, que je le traite correctement. Et donc, du coup, je peux pas l'analyser comme ça. Et puis, de cette manière-là aussi, ça me paraît un peu... voilà, plus, oui, effectivement, dans la psychologie, et j'ai pas trop les grilles, les outils pour ça. Et jusqu'à présent, dans la personne recrutée qui rentrerait plutôt dans, je sais pas si le recrutement est encore très gros, mais jusqu'à maintenant, est-ce que tous les profils qui rentreraient dans justement ce sens de le volet de la question, est-ce qu'ils ont sont toutes et tous TSA ou il y a ces deux TSA et il y a d'autres personnes qui n'ont pas un profil neuroatypique? Alors, je suis pas sûre d'avoir tout entendu parce qu'il faut parler un petit peu fort, je suis un peu malentendante. Mais... On n'entend pas très bien, en fait, moi aussi je confirme. Ok, oui, d'accord, mais d'habitude, moi-même, j'entends pas très bien. Voilà, donc voilà. Mais du coup, c'était la question de est-ce qu'il y a que ces deux profils de personnes qui sont neuroatypiques et du coup, le reste non, ou bien d'autres
profils. Dans le volet du gaming qui influence la précarité, Ah. est-ce que toutes les personnes que tu as recrutées jusqu'à maintenant sont TSA ou peut-être que tu n'as pas encore à ce niveau-là de recrutement, mais je sais pas. Oui, d'un côté, j'en suis pas encore là, puisque là, c'est vraiment des profils qui sont assez faciles à rapprocher dans le sens où ils ont vraiment une trajectoire qui se rencontre à plein d'endroits. Donc oui, j'ai poussé un peu l'analyse à l'occasion aussi de cette journée-là d'études par rapport à ces deux profils-là. Je vais avoir du mal à... Enfin, il faudra que je vois après avec les autres profils si du coup il y a ces liens-là qui se font aussi, mais c'est jamais aussi fort. Et du coup, non, il n'y a pas... voilà, il y a plusieurs personnes qui présentent du coup, qui sont sur le trouble du spectre autistique, mais j'ai des personnes aussi avec des troubles, plutôt du coup troubles bipolaires, troubles, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas la même trajectoire, c'est pas la même formulation de la question. Enfin, c'est pas... Il n'y a pas le truc aussi clair de est-ce que les jeux vidéo ont un effet sur la trajectoire de précarité. C'est beaucoup plus, en fait ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup plus imbriqué dans, enfin jusqu'ici même la manière dont je l'ai abordé, c'est beaucoup plus qu'on n'a pas fait des questions ou des choses ou de l'analyse spécifique sur ça et le lien depuis ces perspectives-là, c'est beaucoup plus que c'est imbriqué à leurs conditions de vie que de manière générale j'interroge. Et du coup, y compris dans la manière dont on mène les entretiens, si ça venait pas dans leurs paroles et que c'était pas quelque chose qui venait, j'ai pas questionné directement. Est-ce que c'est parce que, enfin, est-ce que ça a un impact sur ça? Est-ce que tu penses que machin? Et c'est juste que du coup, j'ai su ces choses-là parce qu'à un moment donné, ils vont me dire, par exemple, l'expérience scolaire difficile, c'est parce que j'ai vécu plein de discriminations, du fait que j'avais que j'étais sur le trouble du spectre autistique, mais que j'étais pas diagnostiquée encore, par exemple. C'est beaucoup plus comme ça que ça s'est traduit. Mais du coup, ouais, on verra par la suite avec les analyses. Ouais. Et si je peux me permettre une dernière question, la grille d'entretien, est-ce que c'est des questions qui sont les mêmes pour tout le monde? Est-ce que c'est homogène ou est-ce que vous les laissez porter par ces directives? Ça, c'est mon gros sujet sur la méthodologie et sur le dispositif protéiforme. C'est un truc qui est venu progressivement. Au début, j'étais très dans l'inductif. Donc en fait, c'est passer du temps dans les lieux, passer du temps avec les gens. Potentiellement du coup chez les gens selon ce qui est possible et du coup c'était beaucoup des discussions informelles, c'est-à-dire que moi j'avais ma grille, j'avais préparé en amont mais je m'en suis jamais servi de manière formelle sur le terrain pendant toute cette première année. Ça a été, j'avais en tête ce que je cherchais un peu à savoir, mais ça a été m'habituer en fait à chaque univers de chaque personne et un petit peu de cette manière-là et aussi du coup parler de ce que je faisais et voir du coup qu'est-ce qui était possible avec ces personnes, enfin, qu'est-ce qu'elles étaient d'accord de faire avec moi ou pas ou machin, et de construire du coup une relation d'enquête. Qui a été déjà pas mal de choses à naviguer, y compris sur des lieux et tout ça, donc il y avait aussi d'autres dynamiques de genre et des choses comme ça. Enfin bref, je rentre pas dans le détail de ça, mais là du coup pour la deuxième année, c'est prévu de faire un truc un peu plus formel, mais j'aurais pas les mêmes matériaux. En fait, ça, le principe même de mon dispositif, c'est que j'aurais pas les mêmes matériaux pour tout le monde et que c'est un peu nécessaire de le voir comme ça, puisque de toute façon, c'est pas comme ça que je fonctionne dans l'ethnographie qualitative et avec les personnes aussi avec lesquelles je travaille, ça me paraît pas faisable. Il y a des barrières aussi, des seuils d'intimité que j'ai pas envie de franchir et que voilà. Merci. Il y a encore des questions en fait. Et, ouais. Oui, du coup, vous m'avez vu ce matin. J'avais une question méthodologique pour Lorraine. Et juste avant, je voulais faire passer une info à Elias, c'est pas pour faire de la pub quoi. Mais non, mais en gros, là où je travaille à l'IFAC, l'Institut de la réflexion comportementale, je sais qu'en novembre, et c'est disponible sur Zoom, ils font une journée d'études justement sur exactement sur le sujet de recherche en fait. Et je me suis dit que voilà, ça m'intéressait de participer. C'est novembre. Ah oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, c'est une bonne invitation. Voilà. On discutera si tu veux après. Okay. Merci. Et Lorraine, du coup, me demandait, tu disais que tu faisais l'observation participante, et je voulais juste savoir la forme calculée d'une observation participante, si en fait, tu as dit que tu allais dans des médiathèques, des endroits dédiés au jeu en fait. Et est-ce que tu te présentes comme étant une chercheuse sur le sujet, et est-ce que tu joues avec eux? J'étais juste curieuse sur la forme de l'observation participante. Ouais, du coup oui, exactement ce qui se passe. Par exemple, si je prends le cas très précis de la médiathèque, du coup j'ai joué à FIFA avec des jeunes là-bas. Après, du coup, comme j'y passe, par exemple, en juillet dernier, c'était 3 semaines non-stop où je suis là tous les jours. Il y a ce truc qui s'est fait où progressivement je pouvais jouer avec eux, mais ça veut pas dire que je le fais d'emblée avec tout le monde en mode salut, je viens m'incruster à votre partie, parce que justement il y a d'autres enjeux qui font qu'ils n'ont pas forcément envie d'être dérangés par moi. Enfin, voilà.
Et du coup, donc oui, par exemple, ça c'est un exemple d'observation participante, entre guillemets, que je fais, c'est-à-dire que c'était une situation où on m'apprenait à jouer à FIFA et où du coup, moi j'ethnographie ce qui se passe en même temps que je suis en train de le faire. Enfin, voilà, c'est un peu la reconstitution aussi, hein. Enfin, il y a tout ça, il faut jongler un peu avec tout ça, mais du coup, oui, c'est un exemple de ça. Et c'était quoi l'autre partie de la question? Ah oui, est-ce que je me présente comme chercheuse et tout ça? Oui, en fait, ça paraît, c'est un énorme sujet. Je dis pas, d'emblée, salut, je fais une thèse sur ça, etc. Mais je dis, je travaille sur ça, je fais une recherche/enquête sur les questions de jeux vidéo. D'abord, je parle des jeux vidéo, et après, on parle des situations, du coup, voilà, et que je m'intéresse spécifiquement à des questions de précarité liées à ça, de classe sociale, de classe populaire et tout ça. Mais ça vient au fil de la conversation, et oui, par contre, je suis très transparente sur ça. Et puis, voilà, je laisse 3 petits points parce qu'il y a eu un gros enjeu aussi, grosse discussion là progressivement sur tout ce qui est RGPD, formulaire de consentement et tout ça. Donc voilà, moi c'est comment j'intègre ça aussi dans ma recherche et comment je m'assure que de la démarche. Enfin voilà, mais c'est beaucoup de gros sujets de toute façon en sociaux et en tout ce qui est méthode ethnographique. Hein. Enfin, donc je suis vraiment en plein dans ces enjeux pour l'instant et ça va être une grosse partie de mon analyse et de ma thèse, la question méthode. Ouais. Et juste une dernière question pour rebondir là-dessus. Est-ce que du coup tu vas mener un peu une réflexivité justement sur son influence que ça a en fait bien sûr. sur tes résultats, le fait que bien tu sûr. te présentes comme chercheuse, parce que finalement les participants ils n'avaient jamais vraiment parlé face à un chercheur et quand ils sont vraiment contre soi. Ah oui, oui, complètement. Enfin, là c'est pareil, il y a tout un sillage, tout un corpus de recherches qui ont été faites sur comment on étudie quand on travaille sur des classes populaires, sur des personnes précaires, etc. Enfin, donc oui, il y a tout ça qui fera énormément partie de mes questionnements sur ça, parce qu'il y a différentes attitudes déjà, des choses que des chercheurs et des chercheuses ont rencontrées déjà un petit peu, voilà. Donc il y a ça comme base. Et puis surtout, bien sûr, réflexivité sur l'impact que j'ai en tant que chercheuse sur le terrain, parce que du coup, dans le siège aussi des études féministes, études de genre et compagnie, voilà, il y a eu ce truc où il a fallu dynamiter un moment la question de l'objectivité il y a des recherches peut-être où encore sous incognito ça se fait et tout ça, ça j'en sais rien du tout, mais dans mon cas, je pense que c'est pas viable et du coup c'est un truc de subjectivité assumée aussi sur le terrain et du coup de voir effectivement ce que ça fait, les relations, les liens que ça crée aussi, voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et questionner, et pas laisser de côté, etc. Mais du coup voilà, je suis pas dans une idée de je suis un peu comme fly on the wall, tu sais, la mouche sur le mur et que du coup ça change rien que je sois là. Oui non, bien sûr, la réflexivité c'est une énorme partie aussi de ce qui se passe, ouais. Merci beaucoup. Merci. Il y a encore une question en fait. Ensuite, Elisabeth. Après Elisabeth, et je crois qu'il y a Il y a une question en ligne de Michael qui est pour Lorraine, et Lorraine, oui. Vous l'avez direct pouvant prendre connaissance le temps de l'intervention précédente. Ou maintenant. Je peux poser ma question, Oui. quelqu'un. Le micro est juste là, après je vous passe. Si vous pouvez parler fort, juste. Oui. Moi je m'appelle Anna, vous m'avez aussi dit tout à l'heure, et c'était une question pour Elias. Je ne me suis pas très bien saisie du tableau sur les données sociodémographiques de ton étude. Est-ce qu'il y avait, si oui ou non, les personnes jouaient à des jeux d'argent et de hasard autres que ceux incluant des box en fait? Ah, ben voilà, c'était ma question. On peut répondre à 2 questions en même temps. Oui, c'était ma question. Alors oui, parce que ça rentre aussi dans le cadre de l'ICGE, donc oui, il y avait cette donnée. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats à ce propos? Lesquels en particulier? Est-ce qu'on a des pratiques comorbides entre les gens qui jouent à des jeux incluant des loot boxes et autres n'incluant pas en fait Est-ce qu'il y a une comorbidité entre les jeux d'argent et de hasard et les loot box? Ou un type de jeu d'argent et de hasard et les loot box? N'incluant pas et incluant, oui. D'accord. J'ai pas les chiffres ici, c'était pas, j'avoue que sur ma présentation, c'est pas sur quoi je me suis focus, mais on a les données qui peuvent être traitées. On avait aussi demandé quel type de jeu en particulier, quel type de jeu vidéo en particulier, à quel type de jeu en jeu vidéo, à quel jeu en particulier les joueurs jouaient. Donc là où ils avaient un endroit où ils pouvaient écrire les 3 jeux auxquels ils jouaient le plus, les jeux qui les mettaient le plus d'argent.
le support aussi sur lequel ils jouaient le plus, donc ça pouvait être téléphone, ça pouvait être quelle console, quel ordinateur. C'est des données qu'on a là, mais que j'ai pas aujourd'hui sur les 20 minutes de présentation, je les ai pas inclus, j'avoue. Parce que je me dis, ça peut renseigner même en fait sur la mesure dans laquelle finalement les boxés c'est très similaire, voire la même chose que des jeux d'argent et de hasard pur et dur si on a une pratique concomitante. Voilà. C'était exactement ce que je voulais poser comme question. Ouais. Oui, j'ai une question alors. Il y a beaucoup d'études qui parlent des liens entre les jeux d'argent et de hasard et les lootbox et leurs similarités structurelles. J'en ai un petit peu parlé brièvement. J'ai pas détaillé, mais effectivement, il y en a énormément qui parlent des similitudes avec comme les casinos en ligne, les machines à sous, les paris sportifs par exemple. Voilà, de ce dont je vous expliquais aussi, les lootbox qui sont disponibles en quantité limitée gratuite au début, puis après deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. Ça se rapproche typiquement du premier pari gratuit des paris sportifs en ligne. C'est ce genre de similarité structurelle, je ne l'ai pas détaillé, je l'ai juste évoqué, parce que 20 minutes c'est court, mine de rien, mais effectivement il y a plein de similarités structurelles à détailler. Moi c'était pour Lorraine. Pourquoi avez-vous choisi d'une part la Bretagne et l'autre région c'était Haute-Garonne, ouais. Voilà, ce sont deux régions qui ont des structures socio-économiques et des démographies très différentes. Alors pourquoi avez-vous choisi ces deux régions? Avez-vous choisi dans un cas un milieu rural, un milieu urbain, ce qui peut induire des biais très importants? Non, ça s'est pas fait sur cette. En fait, vraiment pour le coup, c'est très très inductif aussi. C'est comme dit, il y avait un pré-terrain puisque du coup je vivais en Bretagne dans le Finistère, donc il y a eu le terrain. Le projet de thèse est construit avec ce à quoi j'ai assisté à ce moment-là et du coup de manière empirique à ce stade-là. Et du coup, j'ai mis en avant après dans le projet de thèse la spécificité de ce rapprochement au sein d'un centre-ville assez resserré et assez réduit. Quoique, enfin c'est une ville moyenne, mais c'est une petite ville, mais voilà, enfin c'est pas non plus rural ce que je veux dire. Et où du coup cette médiathèque et ce bar gaming étaient rapprochés, qu'il y a une multiplication de lieux aussi qui jouent sur cette image de la culture geek, enfin, au sens qui donne David Perron, donc un truc très large, pas seulement sur les jeux vidéo. Et du coup, pour moi, ça semblait aussi avoir un intérêt scientifique il y a des spécificités qui se jouent dans ce tissu-là, ces interconnaissances, etc., etc. Donc des choses qu'effectivement je ne peux pas voir de la même manière dans une plus grande ville. Et la plus grande ville, c'était tout simplement quand je suis arrivée du coup en Haute-Garonne moi pour ma thèse, et le fait d'avoir cette approche comparative dont j'ai beaucoup discuté avec du coup ma directrice et qui m'encourageait aussi dans ce sens-là, de ne pas avoir juste une monographie qui était centrée sur un terrain qui paraissait spécifique en plus au vu de cette prolifération un peu de lieux geeks autour du jeu vidéo et tout ça. Et du coup d'avoir quelque chose pour un petit peu. Mais effectivement, du coup, il y a toutes ces dimensions à comparer sur le territoire en lui-même, la démographie du territoire et tout ça. C'est pour ça que je me suis centrée sur, que ce soit en Bretagne ou en Haute-Garonne, sur des zones que j'appelle des quartiers, mais je rétropédale sur ça parce qu'en fait, quartier, ça veut dire aussi beaucoup de choses, voilà, qu'il faut que j'analyse, etc. Où c'est pas sûr que c'est vraiment ces dynamiques-là que je vais retrouver. Mais en tout cas, des zones dans lesquelles je délimite les lieux que je vais voir. Et donc, ce truc, cette volonté de m'imprégner aussi de l'ambiance de ces zones. Enfin, ça, c'est Oui, mais au-delà de l'ambiance, faites attention. Parce que, moi je suis historienne et nous sommes extrêmement positivistes. Et nous disons toujours qu'il faut comparer ce qui est comparable, ou ce qui n'est pas comparable. Mais il faut que vous ayez des structures démographiques, c'est-à-dire avec une population de jeunes, ou un panel de jeunes qui soit important dans l'un et l'autre cas. Moi, ça me paraît deux échantillons qui sont extrêmement disparates et il faut que vous en teniez compte. Parce que ça risque, ce sont ce qu'on appelle vraiment des biais, et y compris des biais d'erreur. Non, mais c'est noté, j'entends bien. Non, mais j'ai fait de l'épidémiologie et franchement, il faut faire très très attention à ce genre de choses. Ensuite, qu'est-ce que vous définissez par précarité? C'est une précarité, alors j'ai bien compris, il y a un problème qui est un problème de trouble de l'attention, au niveau scolaire, etc. Mais est-ce que vous avez aussi des critères économiques pour définir cette précarité? La précarité, c'est aussi ça. Oui, bien sûr, mais c'est même mon premier critère pour le coup. C'était les questions économiques et professionnelles. Professionnelles. Qui étaient les deux premières dimensions sur lesquelles du coup je m'appuie pour faire rentrer entre guillemets les personnes, enfin en tout cas de commencer à discuter avec elles, de me dire il y a une personne qui peut entre guillemets rentrer dans ma thèse à ce niveau-là. Et après du coup élargir sur le fait que c'est multidimensionnel, donc c'est question de trajectoire, de logement, d'entourage,
etc. Et si vous avez une population étudiante d'un côté et une population de travail de l'autre, ça ne sera pas la même chose. Non, bien sûr, mais c'est pour ça que par rapport aux jeunes, par exemple, je m'appuie sur Anne Bresson sur cette idée que c'est pas non plus tous les jeunes et tous les étudiants, parce qu'effectivement, c'est un état transitoire et des catégories, enfin, les questions se posent différemment dans ce sens-là. Et après, comme dit, je suis encore en phase d'immersion complète sur le terrain, donc il y aura effectivement quelque chose après à prendre du recul par rapport à ça, et voir, et avec ma directrice, du coup, on est oui, aussi sur ce plan de chercher aussi des profils qui se correspondent dans un endroit et dans un autre pour voir si cette comparaison est viable. C'est pas du tout dit que ça le soit, mais dans ce cas-là, ce sera assumé que ce sera pas une comparaison. Mais ce sera sur d'autres critères. C'est les critères de précarité, de jeux vidéo, plus que sur des critères dans démographiques. On restreint petit à petit. Voilà. Mais faites très attention parce que ce sont des notions et on risque, si vous ne les précisez pas, on risque de vous le reprocher lors de votre soutenance. Merci beaucoup, Elisabeth. Je crois qu'il reste une question. Oui, une question en ligne. Ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être la reformuler rapidement avant d'y répondre parce que tout le monde ne la voit pas. Et par contre, on a très peu de temps. Ok, c'était des questions sur les lieux, comment je fais le choix d'une médiathèque par exemple, ou la recherche de diversité dans le public, donc une question sur l'ethnographie et sur le recrutement. Alors, du coup, comme j'ai commencé dans le Finistère, c'était des endroits que je connaissais, c'est des endroits que du coup j'ai fréquentés, donc c'est des endroits que j'avais déjà en tête et c'est comme ça que c'est créé, sur ça en fait, c'est créé le projet d'enquête. Donc le choix était déjà fait, puis en fait, dans cette ville du Finistère, c'est la seule médiathèque qui a cet équipement-là. Puis après, quand j'ai restreint en termes de quartier, j'en ai trouvé une autre qui avait des équipements pas tout à fait similaires, mais du coup, pareil, j'ai fait un peu cette cartographie-là. Voilà, par exemple, c'est ce genre de choses que je fais, je vais très vite. Et du coup, par rapport au public, non, c'est ce que je disais, c'est que j'analyse le fait qu'il y a une forte visibilité, une forte présence en fait, du coup, d'hommes cisgenres blancs, et que du coup, c'est une question sur justement qui est le plus visible dans les espaces publics, qui est le plus visible dans les lieux. Et du coup, moi, après, la démarche, ça peut être d'aller chercher des personnes qui sont soit parties de ces lieux, soit qui ne veulent plus y aller pour X ou Y raison, soit qui ne le fréquentent pas de la même manière, sur la même modalité. Et c'est un peu ce qui s'est passé progressivement, mais ça se fait parce que je passe du temps depuis déjà 1 an, du coup, sur ces lieux-là, sur un temps continu. Donc en fait, je prends entre guillemets ce qu'il y a, ce que je vois, la réalité de ce que je vois, et après, du coup, j'observe là où il y a des choses à aller creuser. Et c'est comme ça que du coup, cette diversité entre guillemets se fera, mais ça dit quelque chose qui n'en est pas au premier abord. En tout cas, merci beaucoup, Lorraine et Elias, pour vos 2 communications passionnantes. Je retiens quand même que probablement un peu de quantitatif dans ton étude et un peu de qualitatif dans les tiens. Donc en fait, un peu de transdisciplinarité dans tout ça, ça pourrait faire que les recherches en fait soient encore plus complémentaires. Donc merci à tous les 2 pour vos présentations et merci à vous.